Ok. Bon, on a fait un peu sur le désordre, on va se présenter. Donc, nous sommes des anciens étudiants donc de 5e année, donc de l'an dernier. Donc Romain Lopez et donc moi-même Christophe Poiret. On va vous faire un retour sur le SIGGRAPH. Donc, comme disait M. Lioré et M. Peter, c'est donc la conférence annuelle de tout ce qui est orienté infographie, 3D, algorithme, d'animation, tout ça. La plus grosse qui a lieu donc soit aux États-Unis, soit au Canada. Et nous, on allait présenter notre poster, mais donc avant de vous parler de notre poster, on va vous présenter un peu ce qu'on a vu là-bas. Donc, le SIGGRAPH, déjà, c'est une asso qui a été fondée par l'ACM, qui est l'association pour Computing Machinery, enfin voilà, ça part tout seul. En gros, le but, c'est de développer toute la recherche scientifique en informatique. Et ils ont donc plusieurs branches, dont une sous-branche qui est consacrée à tout ce qui est graphisme, qui s'appelle le SIGGRAPH. Donc SIGGRAPH, ça veut dire Special Interest Group on Graphics and Interactive Techniques. Donc le SIGGRAPH, ça existe depuis 1974, donc ça commence à faire. Pour ça, c'est une certaine notoriété. Apparemment, il y avait plus de participants les années précédentes. Enfin, on pourra regarder les chiffres sur Wikipédia, mais là, en ce moment, c'est un peu en baisse de fréquentation parce qu'il y a la GDC, il commence à y avoir d'autres conférences qui font sur le même domaine. Donc ça se passe aux États-Unis, Canada, principalement quand même aux États-Unis. Et donc depuis 2008, il y a le SIGGRAPH Asia, donc il y a eu au Japon, en Chine, à Hong Kong, enfin plusieurs endroits. Mais en tout cas, cette année, c'était à Anaheim, donc aux États-Unis, en Californie, pas très loin de Los Angeles. Donc ça, c'était bien pour le beau temps. Donc on peut voir, il y a des palmiers et tout, ça c'est cool. Donc ça, c'est le Convention Center. C'est vraiment immense, quoi. C'était sur quoi, trois étages. C'était vraiment immense, il y avait des salles de partout. Et c'était dur au final de pouvoir tout suivre, puisqu'il y avait plein de trucs qui avaient lieu en même temps. Et donc il fallait vraiment choisir, on a dû se séparer pour voir un peu ce qui nous intéressait. Donc voilà, ça c'est le midi en fait, c'est tous les food trucks, c'est très à l'américaine en fait, tous ces trucs là c'est des food trucks où tous les gens s'agglutinent devant pour prendre des burgers de qualité plus ou moins bonne. Et enfin voilà, donc c'était un peu l'ambiance qu'il y avait, c'était très détendu. Ça a duré 4 jours, non, c'est ça? Ouais, 4 jours. Du 21 au 25, je crois. Ouais. Et du coup, ça nous a permis d'aller à Universal Studios. C'était cool. Ah oui. Et du coup, voilà. Donc à l'intérieur, on voit ces trois immenses étages comme ça. Là, en fait, on voit il y a les endroits où il y a les expositions des entreprises, des endroits où il y a des talks. Enfin, il y a plein de trucs. C'est vraiment immense. Donc là, c'est encore voilà, ces grandes allées. Donc on voit plusieurs choses au SIGGRAPH. Donc là, on ne va pas tout dire en détail, mais principalement, donc, il y a des compétitions pour les étudiants, des galeries d'art, on verra, il y a quelques photos, des papers d'art. Alors là, c'est vraiment des gens qui viennent écrire des papers, mais sur des techniques appliquées vraiment à l'art. Alors les Birds of Feather, c'est des sortes de présentations, discussions. Il y en avait sur OpenGL, en gros. La plupart du temps, ça se passe dans des hôtels qui sont à côté. Et on peut aller parler d'OpenGL. La plupart du temps, c'est des boîtes qui viennent présenter ce qu'elles ont à vendre. Donc il y a un festival d'animation, il y a des cours, donc dont le cours d'OpenGL qui était présenté par Dave Angel et Dave Schreiner, enfin Edward Angel et Dave Schreiner qui font un bouquin super bien sur OpenGL, on vous conseille, puisque nous on avait bossé là-dessus, c'est Interactive Graphics avec OpenGL, enfin on vous montrera là. Donc il y a Emerging Technologies. Donc là, voilà, c'est tout ce qui est innovation. C'est comme le Laval virtuel en fait, c'est un peu du Picotron pour reprendre des budgets, des régions, ce genre de choses. Mais bon, c'est sympa, c'est super marrant. Il y a des exhibitions, donc là c'est plutôt des boîtes qui viennent montrer leurs trucs, genre il y avait, on va voir des images, mais par exemple il peut y avoir des petites boîtes, donc là apparemment c'est une petite boîte japonaise qui présentait un système de motion capture sans capteur en fait. Le gars se trimballe avec un gyroscope sur lui en fait au niveau des. Un peu comme. Enfin comment dire, il en a au niveau des poignets, au niveau des chevilles. Et donc ça capture en temps réel.
Donc voilà, ça ressemble un petit peu à ça, les allées des expositions. Là, c'était un truc de capture faciale sans marqueur. Donc en fait, on voit un peu sur la gauche le gars, photo du gars, et en même temps, on voit le visage animé qui refait les mêmes choses. Là, c'était de la capture de mouvement dans un gant, en fait. Donc c'était un gant, et donc voilà, on déplaçait le gant et ça capturait le mouvement. Donc peut-être pas mal pour faire des interfaces graphiques. Donc là, désolé pour la qualité un peu dégueulasse des images. C'est avec mon téléphone portable. Donc ça, c'est le stand d'NVIDIA. Ils ont vraiment mis plein de thunes sur Ossegraph. On les voyait de partout, il y avait des pubs de partout. Sur tous les flyers qu'on avait, c'était NVIDIA écrit partout. Donc bien sûr, ils avaient un énorme stand où ils montraient leur nouveau GPU, même des techniques. Ils ont même des chercheurs qui viennent présenter, faire des talks et qui sont sponsorisés par NVIDIA. Qu'est-ce qu'on a ici? Donc ça, c'est du scanner 3D. De figurines. Voilà, on voit ce genre de choses. Il y avait même un stand où on avait plein de bouquins d'informatique orientés 3D avec des gros pourcentages de réduction. Peut-être acheter un bouquin de maths, je crois. Enfin bon, c'était vraiment bien, quoi. Donc là, c'est l'art gallery. On avait vu qu'il y avait aussi de l'art. Donc là, c'est de l'art un petit peu génératif, comme ce que vous faites. Voilà, tout ce genre de choses. Ça c'est quoi? C'était des studios, des workshops en fait. Il y avait des gens qui s'installaient et qui pouvaient faire des ateliers. Là c'est de la mocap en fait. Vous voyez des gens faire de la motion capture en temps réel et voir tout le pipeline derrière qui était utilisé pour. Donc ça c'était assez intéressant. Il y a vraiment beaucoup de choses en fait. C'est super dur de voir tout ce qui se passe là. Donc là c'était vraiment des cours mais vraiment plus académiques. Je pense que on n'arrive pas à voir mais ça devait être peut-être du ZBrush ou quelque chose comme ça. Enfin un outil d'animation, de modélisation. Après, il y avait des trucs un peu pivotrons comme la réalité virtuelle. La plupart du temps, les Japonais aiment bien faire ce genre de trucs, en fait. Où, là, par exemple, on touchait un tableau et il y avait des petites formes qui s'aggloméraient. Et donc, deux personnes pouvaient interagir de deux côtés du tableau. Là, c'était une espèce de télé avec un projecteur qui agrandissait l'image. Voilà, c'est un peu... Ça, par contre, c'est pas mal, c'était de la robotique. En gros, on contrôlait un espèce de robot et on voyait, donc là on ne le voit pas bien à l'écran, mais ici on voyait une image 3D qui se déplaçait de la même manière. Donc il y avait il y avait quoi? Il y avait Lightwave. Ça, ce sont les emerging technologies, c'est ça la partie dont vous montrez. Ça, c'est un peu tout mélangé en fait. Ah, oui. Il y a à la fois emerging technologies et l'exhibition où il y a vraiment les boîtes qui viennent nous montrer leurs trucs. Là, c'était Lightwave. Et en fait, ils avaient un espèce de show qui tournait en permanence avec une présentatrice et toutes les 15 minutes ça rebootait et voilà, on pouvait voir le truc en boucle. Donc ça c'est Romain ici. On voit tester Pas du tout, c'est un montage. On va tester un système un peu comme Oculus Rift. Tiens, si tu veux le présenter parce que tu l'avais vu. Ouais, donc c'est un système un peu comme l'Oculus Rift si on veut. Donc en fait, les lunettes, il y a un tripode pour repérer le mouvement de la tête. Et il y a deux écrans, donc contrairement à l'Oculus Rift, un sur chaque œil. L'intérêt par rapport à l'Oculus Rift, moi j'ai trouvé ça moins bien fait qu'Oculus Rift. L'intérêt, donc ça c'est ce que je vois moi. Donc en fait je suis capable de voir une autre personne projetée dans l'univers virtuel. Alors que l'Oculus Rift, on peut pas projeter les gens, on peut faire d'incruste comme ça, quoi. Donc l'intérêt qui était présenté pour ce truc, c'est que quand les acteurs ils jouent sur fond vert, ils ne peuvent pas se voir les uns les autres apparemment si tu mets les lunettes Oculus Rift par exemple. Donc tu dois choisir entre voir les acteurs ou voir la CG 3D qui est faite derrière. Donc avec cette technologie-là, ils projettent, il y a des caméras en fait autour, ils projettent les acteurs aussi dans la scène 3D. Donc tu as les lunettes d'immersion, mais tu vois aussi les vrais gens dedans. Et donc ça permet soi-disant de jouer mieux sur les trucs de fond vert, quoi. La 3D était pas géniale. Je pense que ça tournait sur l'Unity, c'était de la réseau assez basse. Par contre, l'inclus c'était pas trop mal. Il y a un tout petit peu de détourage, mais au niveau framerate, c'était pas trop mal. Donc voilà pour cette sous-pouce. C'est à moi après ou pas? Ouais, c'est à toi, vas-y, continue. Ça, je sais pas ce que c'est en fait, hein, mais... Non, en gros, voilà, c'est des boîtes qui viennent présenter. Donc il y avait aussi ZBrush. Donc là, on a vu vraiment ZBrush avec des gars qui faisaient carrément des cours de ZBrush pour expliquer aux gens comment ça fonctionnait. C'était assez impressionnant.
Là, c'est aussi un concurrent d'Oculus Rift. Je sais plus, je crois aussi, qui est très semblable en fait. J'ai vraiment pas compris la différence avec l'Oculus Rift. Ça ressemble exactement, le dispositif est quasiment identique, le rendu est quasiment pareil. Donc eux, ils avaient un exemple, c'était marrant en fait, c'est dans le monde 3D où tu es projeté, c'est une toute petite salle, et il y a un trou dans le sol avec une poutre. Et en fait, ils te font traverser la poutre. Et bien sûr, je me rappelle plus de ça, mais je me rappelle juste de la poutre. Et bien sûr, évidemment, ce qui est marrant, c'est que tu as des pertes d'équilibre, parce que tu as 80% de ton cerveau qui se base sur la vue. Et donc, bien que tu sois sur du sol complètement plat, quand tu passes la poutre, tu as des mouvements d'équilibre alors qu'il ne se passe rien, quoi. Et c'est une autre technologie alternative à Oculus Rift qui, à mon avis, était moins puissante parce que je sais pas, mais leur monde était tout petit, leur salle de démo était vraiment tout petite. Je sais pas exactement l'intérêt de leur truc par rapport au Rift. Oui, le job fair. On est allé au job fair. Il y avait plusieurs acteurs. Il y avait ceux qui font World of Warcraft. Il y avait Blizzard. En fait, le job fair, c'est dans un coin de la conférence booth, il y a des stands avec des entreprises où on peut laisser des CV dans l'espoir d'être recruté. Il y avait Blizzard, il y avait je sais plus qui il y avait Autodesk, je crois. Et il y avait un qui était marrant, c'était le stand d'Apple. Alors il faut savoir que tous les stands des entreprises normales, elles ont un stand avec des affiches, des prospectus, des offres d'emploi éventuellement, mais pas Apple. Apple, ils ont un stand tout noir, avec 2 mecs assis, une pomme au-dessus d'eux, 0 post-it, 0 poster, rien que dalle, nada. Ils attendent comme ça, l'air supérieur est sur d'eux. C'était magique, personne n'y est allé. Ils étaient tous les deux là comme des cons à attendre. C'était magnifique. Notre speaker, c'est des gens qui viennent parler en gros de leur jour. Je vois pas comment on a fait ça. Panel, discussion. Par contre, web poster, donc là, c'est là où ça nous concerne un peu plus. Ça, c'est en fait au 3e étage, donc c'est le dernier étage du Convention Center. Toute l'allée permettait d'accéder aux salles en fait, où il y avait toutes les présentations. Et quand les gens sortaient des présentations, ils pouvaient en fait venir regarder tous les... Il y en avait quoi, une centaine de posters à peu près? Ouais, il y en a 110 environ. 110? Ouais. Et vraiment, il y avait tout. Il y avait de l'animation, il y avait... Donc nous, c'était dans la catégorie animation pour rigging. Mais il y avait aussi de la 3D, il y avait tout plein de choses. Hein. C'était vraiment assez varié. Et donc, ce qui était intéressant, c'est que au final, on demande aux gens qui ont des posters à présenter de venir. Donc là, on voit Romain qui a l'air ravi de présenter son poster. Et, donc en fait, voilà, on est tous les uns à côté des autres par catégorie. Et il y a 2 jours dans la semaine où on me demandait d'être là, présent. C'était le mardi et le mercredi. On devait être là entre midi et 1h s'il y avait des personnes qui voulaient avoir des infos pour qu'on puisse leur répondre. Au final, ces 2 jours-là, quand on était là, il n'y a personne qui est venu nous parler. Même on a vu des gens qui se foutaient de la gueule de notre poster, qui riaient. C'est des mecs de Blizzard qui se marraient de la phrase. L'auto-rigging est une action sans valeur artistique. Non, c'est le rigging as no artistic value. Ouais, en gros, on disait que le rigging, ça n'a pas de valeur artistique parce qu'au final, il n'y a pas plusieurs façons de faire un rigging. Il y a un bon rigging, il y a un mauvais rigging. Mais on en parlera après éventuellement. Voilà. Et donc, du coup, au final, on s'est rendu compte que là où il y avait le plus de monde, c'était entre les conférences. Quand on traînait à côté du poster, là, des gens venaient nous poser des questions et c'est là où on a pu faire un peu plus de rencontres. Enfin bon, 3-4, c'est tout ce qu'on cherche. Donc ouais, là c'est le jour où il y avait plein de monde pour les posters. Et donc il restait quoi encore? Oui, il y avait les talks. Donc c'est un peu comme les cours, les talks. Hein. On verra après, c'est quasiment la même chose. Au final, les cours, les talks, c'est des gens qui viennent présenter, pas forcément des papers, mais qui viennent parler de leur boulot, de ce qu'ils ont développé, par exemple sur les jeux vidéo, les techniques, de leur dernier moteur 3D, ce genre de truc. Et donc bien sûr, donc, la catégorie phare, les technical papers, qui sont chaque année présentés. Alors ça, on va faire une petite pause pour vous montrer la vidéo des fast forward. C'est vraiment quelque chose de marrant en fait. En gros, il y a une centaine de technical papers à peu près. Et comme on n'a pas le temps de forcément laisser
tout le monde, 100 personnes parlaient de leur poster pendant un temps infini. Chaque personne a, je crois, environ 40 secondes pour venir présenter son poster. Donc ça se passe dans les premiers jours du SIGGRAPH, peut-être le premier jour, je crois, dans une grande salle, dans la grande salle du SIGGRAPH. Et du coup, on assiste à, pendant 1 heure, des gens qui viennent nous parler de leur poster. Donc, je vais essayer de le retrouver. Là, en fait... ouais, celui-là. Donc le but... Vous avez besoin de son ou pas? Non, là, non, non. ça sera pas forcément intéressant. Mais du coup, voilà, ce qui est intéressant, c'est que les gens essaient de trouver des moyens pour rendre leur fast forward le plus intéressant, le plus captivant possible, parce que c'est là qu'ils vont réussir à attirer des gens pour les technical papers qu'ils présenteront dans la semaine, en fait. Et donc ils essaient de faire des animations, des petits trucs marrants. Là je suis tombé sur un qui était assez marrant, qui était à l'université de Zurich. Je crois que c'est un truc qui date de 2009. Et les mecs ont réellement refait un épisode de South Park pour présenter leur paper en fait. Et, donc voilà, c'était un bon moyen de se faire connaître. Donc, je vais voir, on peut parler un petit peu de ce qu'il y a vu. Ouais, donc on a, je sais pas combien de trucs on a vu en tout, mais on va pas tout présenter, déjà parce qu'on a oublié la moitié. Parce qu'on n'a pas tout compris. On n'a pas tout compris, puis on n'a pas envie aussi. Hein. Donc on a sélectionné quelques-uns qui, pour nous, sont les plus intéressants. Donc le premier que je voudrais montrer, c'est un truc qui a été fait par un Français d'ailleurs, je crois, qui est du skinning. Donc je sais pas où est-ce que vous en êtes dans vos programmes respectifs sur le skinning, mais en fait il a fait une nouvelle technique qui prend en compte les self-collisions quand il y a un mouvement. Et ses résultats sont assez impressionnants, il est presque en temps réel. C'est des Français? Ouais, c'est l'INRIA. Et je crois que je vous l'avais envoyé la vidéo. Je sais plus. Donc en fait là il montre les désavantages de déformation de volume liés au linear blending, qui est une des techniques de skinning basiques. Et donc dual quaternion, c'est ce qui est utilisé actuellement. Je crois que c'est ce qu'il y a dans Blender maintenant. Et on voit que ici en fait les deux surfaces elles vont s'intersecter. Alors que dans leur méthode, on voit bien que la collision de la cuisse et du mollet est gérée et aplatie ici en fait. Et ils ont une méthode qui est, bon, je pense pas qu'elle soit facile à implémenter, mais je pense qu'elle est relativement simple à comprendre. Et leur paper est assez clair, donc vous pouvez retrouver tous les papers du SIGGRAPH sur internet. On est venu avec le DVD aussi, donc on pourra vous le filer pour que vous puissiez le faire tourner. Il y a tout dessus. Il y a un Chinois qui poste tous les papers de tout le monde sur internet et ils sont accessibles gratuitement. Il y a rarement du code, mais vous avez toujours au moins l'algo en fait. Donc je vais peut-être pas laisser la vidéo en entier, je sais pas si sans le son c'est super intéressant. En gros c'est basé sur des fill functions. Donc je vais expliquer très vite fait comment ça marche. C'est quoi, c'est F5? Non, c'est un piège. Donc de base, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il va déterminer des zones en fonction du skinning weight des points. Donc comme chaque os est rigué à un point ou un autre, il va pouvoir séparer la mèche comme ça. Et en fait, il va définir des champs de force qui vont lui permettre de détecter les collisions. Donc on voit par exemple ce cas-là ici, où il y a les deux masses qui se rencontrent au milieu. C'est un truc où sur dual quaternion, vous aurez eu un espèce de machin comme ça, avec les deux surfaces qui seraient passées l'une dans l'autre. Et vous n'auriez pas du tout eu cet effet-là en fait. Et en fait, il utilise une fonction qu'il appelle de implicit surface, où en fait il définit l'ensemble des points qui sont à une distance particulière. Donc par exemple, ici vous avez une ligne, et cette ligne c'est tout simplement tous les points qui sont à 0,5 de distance de la surface. Donc les maths derrière sont un peu plus chaudes, mais de base on peut quand même comprendre l'idée. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il a un algo qui lui permet de détecter quand les champs vont s'intersecter. Et il utilise ça par-dessus un dual quaternion classique
pour détecter les endroits où il y a une collision et il les retravaille ensuite. Genre il met qu'un seul des deux champs. Et son paper est disponible, il est relativement facile, il y a pas mal de vidéos en plus sur son truc. Je vous conseille si le skinning ça vous intéresse. Ensuite, Christophe va vous parler, donc il y avait des boîtes de jeux qui sont venues aussi pas mal présenter leur moteur. Donc Christophe va vous parler de The Order. Ouais, en fait, comme disait Romain, c'est dans soit les cours, soit les talks en fait. Il y a pas mal de boîtes qui viennent et qui parlent de leurs techniques, qui sont fiers de montrer leurs nouvelles techniques. Il y avait aussi ceux qui font The Last of Us, c'est Naughty Dog, qui sont venus et qui ont parlé des comment ils font les ombres dans le jeu. C'était super intéressant, mais bon, c'était bourré de maths, donc je préfère éviter. Et sinon, Ready Add-on, en fait, c'est une boîte qui, pour l'instant, avait principalement fait des portages de jeux. Ils avaient fait des God of War sur PSP, ils ont fait Okami sur Wii, je crois. Et donc là, c'est leur première IP personnelle, en fait. C'est vraiment eux qui créent ce jeu-là. Donc ça se passe en fait dans un Londres du 19e siècle alternatif, où en gros c'est un peu steampunk en fait. Donc ils ont un moteur maison, moteur graphique, physique, tout ça maison. C'est une exclu PS4 et ils ont été donc 80 développeurs à bosser dessus. Donc tout d'abord pour tout ce qui est calcul de la lumière pour la peau. Donc en fait ce qu'ils utilisent c'est du Spherical Harmonic Lighting. Donc l'idée c'est, bon, je ne sais pas du tout ce que ça veut dire, mais je vous le dis littéralement, c'est remplacer donc les fonctions standards d'éclairage par des fonctions sphériques. Et projeter ces fonctions sphériques dans un espace de sphère harmonique, c'est ce que j'ai lu sur Wikipédia. Mais en gros l'idée c'est qu'apparemment ils font des pré-traitements, ils font des intégrales avant pour calculer justement la lumière diffuse de la peau. Donc la diffuse, c'est pas la spéculaire, hein, c'est pas celle qui brille en fonction de l'endroit où on est. Et donc voilà, les résultats sont assez sympas. Donc en fait, on voit que classiquement, on a ce côté un petit peu granuleux, dégueulasse, mais avec leur méthode, c'est tout lisse, c'est tout joli. Temps réel, ça, j'imagine. Temps réel, bien sûr. PlayStation 4, exclusivement temps réel. Alors, ils ont fait un truc qui est vraiment balèze. C'est leur système de close shading, en fait, d'éclairage des vêtements, parce que ils ont, donc dans leur jeu qui se passe dans un Londres en 19e, ils ont des vêtements un peu vieillots, genre en velours, des trucs comme ça. Et il fallait avoir un rendu qui soit assez réaliste pour ça. Donc, ce qu'ils faisaient, en fait, c'est qu'ils regardaient comment est-ce que la lumière se comportait en mettant un bout de tissu autour d'un tube, d'un cylindre. Et donc ils se rendaient compte que la spéculaire en fait avait tendance à apparaître plus sur les bords, qu'il y avait une espèce de fuzz une espèce de flou en fait au niveau des bords, que la spéculaire, la spéculaire qui fait face en fait à un peu d'incidence sur les angles. Et donc voilà, d'autres techniques qui leur permettent en fait d'avoir leur modèle propre. Et en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils utilisent l'inverse d'une gaussienne. Donc ça, c'est une gaussienne en vert. Et eux, ils utilisent l'inverse d'une gaussienne qu'ils vont décaler par rapport à l'axe pour pouvoir avoir un résultat qui est plus proche de ce qu'ils recherchent pour les vêtements. Donc ça, c'est ce qu'on utilise normalement si on a une répartition gaussienne de la lumière par rapport au centre, enfin à l'endroit de la normale du point éclairé. Et là, c'est ce qu'ils obtiennent eux avec leur fonction. Donc, pour l'aliasing de justement leur specular map, c'était bourré de maths aussi, donc je préfère éviter de vous le montrer, mais en tout cas, ce qu'on peut voir, c'est que, bon là c'est dommage, on ne voit pas, mais en gros, ça c'est une specular map, donc une map qui va donner la lumière spéculaire en chaque point, enfin, en chaque pixel au niveau de la mèche. La specular map, donc sans aliasing, avec leur aliasing à eux, et avec la base réelle qui est censée être la référence. Donc on voit que leur résultat, enfin on ne voit pas trop, mais apparemment leur résultat est très proche de la réalité. Alors ce qui avait vraiment génial, c'était leur matériel de scanning pour justement aller récupérer toutes ces maps spéculaires normales pour les vêtements et pour les tissus. Donc je vais vous montrer une vidéo, et franchement c'est vraiment balèze ce qu'ils ont fait.
Donc on voit leur matos, qui est un scanner 3D. Donc en fait, ils vont passer des tissus et ils vont réussir du coup à générer des normal maps et tout ce dont ils ont besoin pour avoir leur rendu réaliste. Bon, là, on ne voit pas la machine tourner, hein, ils ont juste montré une... Ils font tourner 2 lampes au-dessus, c'est ça? Ouais, apparemment, ouais. C'est un truc que 1% des joueurs vont remarquer dans le jeu. Là, c'est la somme des petits détails qui fait qu'au final, on arrive à rendre mieux que... Donc voilà, c'est une espèce de sphère en velours ou en tapis de sol qui rend pas mal, quoi. Comme ça, on peut modéliser des jeux pour chat, c'est bien. Ouais. Tapis de sol HD. Sur PS4 en réel. C'est magnifique. Ouais, voilà. Est-ce qu'il y a encore un peu là-dessus? Ouais, non. Si là on la voit un peu. Ouais. Ouais. Là, c'est les rideaux de la nuit, là, c'est cool. Ouais. Bon. Donc on voit leur matos en fait. Ils ont une caméra qui est placée ici et ils ont donc des lumières qui sont contrôlées par un PC. Et justement en fonction de l'orientation des lumières, ils arrivent à voir comment réagit la matière et du coup arriver à préparer une normal map qui soit réaliste, le plus réaliste possible. Alors, ils ont tout un système de fabrication des matériaux qui est assez impressionnant. Donc c'est basé sur de l'héritage, en fait. C'est-à-dire qu'un matériau peut hériter d'un autre matériau et donc avoir tous ces caractéristiques. Donc du compositing qui est avoir un matériau qui va être la somme des caractéristiques de plusieurs matériaux, du layering, donc avoir plusieurs couches de matériaux pour avoir un rendu réaliste. Et enfin voilà, ça dit un peu plus en détail. Donc, les résultats qu'ils ont pu avoir sur leurs matériaux. Donc là, on a du verre avec différents niveaux d'opacité. Donc là, on a du métal, tout ce qui est laiton, acier, compagnie. Là, c'est tout ce qui est maçonnerie, donc pierre, un peu du marbre même, je pense. Et donc voilà, ça en fait, c'est des matériaux composites en fait, qui vont avoir le résultat de l'assemblage de plusieurs matériaux. Par exemple, ici, donc on voit plusieurs cubes et sphères avec des matériaux différents. Donc on voit que celui-là, c'est l'héritage donc de ces 3 composants qui va donner ce matériau. C'est dommage, on n'arrive pas très bien à voir sur l'écran. Et pareil, un autre qui va avoir un héritage de 4 autres. Donc, ils ont aussi montré leur outil pour justement faire leur shader en temps réel et pour avoir leur matériau couche par couche. Donc, ce qui est assez marrant au final, c'est je les ai appelés plein de slides, mais on va voir comment est-ce qu'ils font leur matériau couche après couche. Donc, ça, c'est le résultat final, c'est ce qu'ils veulent obtenir, donc ce côté un petit peu donc cuivre, un peu rouillé, abîmé, un peu crade. Donc, ils vont partir d'un mesh 3D classique. Donc, sur lequel ils vont avoir donc, les maps qu'ils ont pu soit faire eux-mêmes, soit récupérer, soit que les artistes ont fait eux-mêmes. Donc, normal map, ambiance plus jeune, cavity et curvature. Donc, cavity, curvature, je ne sais pas exactement ce que c'est. Quand ils vont appliquer ces maps, on va commencer à avoir des détails qui vont apparaître, comme par exemple ici, on va avoir un logo qui va apparaître et qui est juste, qui n'est pas présent dans le mesh, mais qui est juste en fait, le fait de jouer avec les normales fait qu'on a l'impression qu'il y a un truc qui ressort. Ensuite, ils vont appliquer donc, un premier matériau, qui est un matériau donc, de base métallique. Ensuite, ils vont appliquer donc, un côté un petit peu rouillé au matériau. Encore une couche qui va donner un côté un peu passé. Et là, ils rajoutent la saleté en fait, pour vraiment avoir un résultat assez cohérent. Et donc, ce qui est génial, c'est que tout ça, c'est toutes ces techniques en fait, de composition, enfin, du moins de layering de matériaux, sont faites en temps réel. C'est-à-dire que sur PS4, on peut du coup utiliser le même mesh, mais avec des matériaux différents. Et par exemple, donc là, voilà, ça c'est encore une couche.
Mais par exemple, vous voyez, on peut passer de l'un à l'autre, avoir un matériau complètement différent qui sera généré en temps réel et voilà, pour gagner en mémoire. Donc, tout ce qui est matériaux, ça je crois qu'on l'a dit. Alors je vais essayer vraiment de parler de femtophotography. Ouais, donc il y a aussi des papers en fait qui ne sont pas du tout de la programmation. Et il y avait des trucs assez surprenants, dont celui-là. C'est pas celui-là. Non. En fait, eux, ils ont tout un appareillage avec plusieurs caméras et des lasers. Et c'est un labo, je crois que c'est un truc du MIT. Et en fait, ils arrivent à vraiment suivre l'évolution du nombre de lumières. Et donc par exemple, ici, ils font un exemple où ils arrivent à reconstruire le mannequin qui est caché par rapport à la caméra en étudiant comment la lumière est réfléchie sur une surface plane qui est placée devant la caméra et dont les rayons reçoivent l'image du mannequin en fait. Donc le mannequin est caché, il y a une autre surface ici, et la caméra va être capable de quand même voir le mannequin, entre guillemets, par rapport à la réflexion du mannequin sur une surface plane qui est celle-là. Et ils ont construit tout un dispositif pour ça, donc je vais pas... En gros, il y a vraiment une... c'est basé sur le laser, c'est la réception de la réponse à l'envoi d'un photon via le laser qui va permettre de récupérer en gros tous les photons et par rapport à leur dispersion d'avoir vachement d'informations sur la scène. Et voilà, ce genre de choses quand on va au SIGGRAPH. Et un des problèmes justement pour nous quand on est allé là-bas, c'est qu'il y avait des trucs, on va dire qu'on n'était pas préparé quoi. Et je pense qu'il n'y a personne qui peut aller là-bas et vraiment arriver à suivre toutes les présentations. Il y a vraiment trop de domaines différents, quoi. Et ça reste quand même une expérience intéressante. Je vais couper la vidéo. Donc voilà, les mecs, ils arrivent à voir d'ailleurs les points. Oui, pour le militaire, ça va être très intéressant. Ils vont Je le sais prendre à pas, l'armée je pense facile. pas parce qu'il y a, en fait, pour l'instant, c'est pas vraiment applicable dans ce cadre militaire parce que non, c'est bon. En fait, ouais, donc ça utilise le laser comme le flash entre guillemets de la caméra. Donc la caméra elle capture la lumière, je sais pas, une frame par nanoseconde, un truc comme ça. C'est vraiment un truc de taré. Et en fait, ils ont un FOV très court de caméra qui se concentre presque uniquement sur le rayon. Ils vont faire l'échantillonnage, le même échantillonnage avec la même émission du laser plusieurs fois, et ensuite une reconstruction par ordinateur pour avoir pour filmer des trucs qui ne sont pas dans le FOV en fait, quoi, techniquement. Et donc eux aussi ils ont leur paper disponible, enfin pas en entier mais au moins en partie. Ça peut être intéressant de le lire pour bien comprendre les règles d'optique, parce que là pour le coup c'est pas la modélisation par ordinateur, ça parle vraiment de la vraie lumière, quoi. Et pour ça, ça peut avoir un intérêt pour apprendre vraiment comment ça marche. Ensuite, ouais, il y a un truc dont je voulais parler aussi, c'est le facial animation capture. Là. Ça, c'était vraiment un des points. C'était vraiment un des trucs les plus présents au SIGGRAPH, que ce soit au niveau des talks, des posters ou de ce que vous voulez, c'était la capture en temps réel via webcam, via Kinect ou je sais pas quoi, sans marqueur. Et il y avait vraiment énormément de gens qui étaient venus présenter ce genre de produit et aussi qui étaient intéressés par ça. C'est-à-dire que nous, sur le poster, je sais pas si tu étais là, mais moi on m'a demandé si ma technique était applicable en temps réel pour faire justement de ça. Et si vous voulez, vous... faire un projet qui est vraiment un intérêt dans l'industrie qui va tout de suite capturer l'attention, c'est un truc de genre là, de capture de mouvement via caméra, via Kinect, mais sans marqueur. Donc là on voit par exemple le bonhomme chinois ici, il fait des mouvements avec sa bouche qui vont être retargetés directement sur une mèche
Et donc lui, dans sa méthode, on voit qu'il y a juste, je crois que c'est une webcam classique, non, ça doit être une Kinect lui. Il a au moins une death map. Et donc il va arriver en temps réel, après un calibrage de quelques minutes, à retargeter directement les mèches. Donc l'intérêt de ça étant d'éviter de passer je ne sais pas combien de milliers de dollars dans des trucs de motion capture à terme. Et ça c'est vraiment un truc qui est vachement recherché. Je pense pas que... Je vais pas lui laisser vous montrer le pipeline en entier. Je vais juste vite le décrire. Donc très vite fait, en fait, lui il a une caméra qui doit au moins lui filer une death map. Et il a en fait des blend shapes en entrée. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va, pendant le calibrage, demander au mec de reproduire les expressions du blend shape. Et ensuite, il va faire une PCA entre les blend shapes, donc stockés en mémoire, et ce qu'il a capturé via la death map du mec. Précise PCA. C'est Principal Component Analysis, c'est une méthode de data mining un peu, c'est une méthode d'analyse des données en fait. C'est un algo très basique qui est sur Wikipédia et que tout le monde peut faire. Et donc il va réussir à dire tel point de la caméra c'est tel point d'un blend shape. Il va utiliser ça pour actionner les bons blend shapes en fonction de ce qu'il capture via la caméra en fait. Ce qui lui permet de faire un retargeting quasiment immédiat avec du blending entre les blend shapes, etc. Donc si vous voulez vous faire un projet qui capture l'attention, moi je vous conseille Kinect, en plus il y en a une normalement qui traîne quelque part. Il y a 3 Kinect. 3 Kinect ici. C'est beaucoup de Kinect. Pas autant qu'on voudrait, mais il y en a déjà 3. Il va y avoir d'autres appareils cette année, on en reparlera. Il y a des Leap Motion qui arrivent. Donc pour revenir dans le jeu vidéo, il y a une autre boîte qui est venue présenter son pipeline, donc qui était CD Projekt. Tu veux... ouais, donc CD Projekt en fait, c'est une boîte polonaise, je me souviens bien, qui en fait fait The Witcher, qui se fait connaître par The Witcher, et qui en a vendu entre le 1 et le 2 plus de 5,5 millions. Donc c'est quand même une boîte qui a vraiment du potentiel. En ce moment, ils sont en train de bosser sur de la next-gen, donc aussi bien Xbox One, PS4 et PC. Donc sur The Witcher 3, qui est pareil, en fait, c'est un RPG dans un monde un petit peu dark fantasy, quoi. Et Cyberpunk 2077, qui est aussi un RPG dans un monde futuriste, open world. Donc en fait, ils ont montré un petit peu le pipeline qu'ils utilisent pour faire leur personnage, et c'est vraiment très futé, très intelligent. Donc en fait, pourquoi est-ce que les personnages sont importants pour eux? Parce que vu qu'ils font des RPG, c'est très important pour la narration. Il faut que le monde soit compréhensible, cohérent, il faut qu'on ait vraiment une immersion, quoi. On n'ait pas l'impression d'être devant un jeu, mais vraiment d'être devant un truc réel. Donc ça demande aux personnages d'avoir des expressions crédibles, donc des émotions, et bien sûr le jeu donc, est drivé par l'histoire. Donc, aussi comme ils font des trick une des contraintes, c'est d'avoir une grande qualité. Donc un petit peu leur historique, leur premier moteur qu'ils ont utilisé, c'est Aurora Engine. C'est un moteur de BioWare qu'ils avaient utilisé sur Neverwinter Nights. Donc ils ont eux utilisé sur The Witcher. Donc le problème de cet outil, c'est que l'outil principal pour faire donc aussi bien les modèles que les niveaux, c'était 3ds Max. C'est peut-être pas le truc le plus adapté. Donc du coup, il y avait énormément de temps d'itération entre chaque modification des maps pour pouvoir les tester. Enfin, c'était assez lent. Caractère responsable hierarchy-based common skeleton. Voilà, en gros, voilà, on avait un squelette qui contenait toutes les animations possibles. C'était pas forcément ce qui était le plus optimal. Des textures peintes à la main, même les normal maps, et limitées à 800 polygones. Donc c'est vraiment pas beaucoup. Et des textures de 512 par 512 en 2D, c'est pas énorme non plus. Donc ça c'était 2004-2007, ce qu'ils ont utilisé, c'est The Witcher. Donc on voit le résultat. Donc c'est pas de la next-gen, c'est sûr.
Mais on voit aussi que, par exemple, elles se ressemblent un peu toutes, ces madames. Je veux dire, toutes habillées pareil. Donc, ils ont décidé de faire leur propre moteur, qui s'appelle le Red Engine, ce qui est assez original. Et donc c'est un moteur qu'ils ont fait from scratch, enfin du moins la partie rendue. À la base, c'était fait pour être utilisé sur The Witcher 3, mais finalement ils l'ont utilisé sur Witcher 2. Donc avec leur propre technique de shader, de rendering, d'illumination, avec donc de possibilité d'avoir plusieurs entités des mêmes personnages, des textures, donc du skinning de texture avec 4 poids par vertex. Et donc pour l'animation, j'utilisais Avoc Animation. Donc le Run Engine, ça date de 2011, ce qui a donc été utilisé sur The Witcher 2. Donc ils sont partis de 3DS, comme on l'avait vu tout à l'heure, pour utiliser leurs propres tools internes pour faire les personnages. Donc ils ont des ressources à part pour tout ce qui est texture, mesh, animation, et donc les têtes des personnages, on verra que c'est vraiment important pour eux d'avoir des têtes assez différenciées. Donc on a des custom shaders pour chaque caractère, donc c'est-à-dire que pour ceux qui n'ont peut-être pas encore fait le cours de M. Ben Guggen, un shader en fait c'est un petit programme qui va permettre de dire au moteur d'affichage comment la lumière va réagir. C'est-à-dire que par exemple, matière en tissu ne va pas réagir à la lumière de la même manière que cette table ou que du bois. Et donc tout ça, on le fait grâce à des shaders qui sont des petits programmes qui permettent de simuler ce qui se passe physiquement. Donc ils ont leur propre technique de shader. Ils ont des LOD créés à la main. Donc les LOD, c'est des niveaux de détail. En fait, c'est pour un mesh, par exemple, qui va avoir, là, on parle de 20 000 polygones. Mais je ne sais pas, on va parler d'un mesh de 10 000 polygones. Si le mesh est éloigné, on ne va pas avoir besoin de 10 000 polygones pour l'afficher. Donc on en met 1000, voire 500 s'il est très loin. Donc c'est ça la LOD, c'est le niveau de détail. Donc dans le Run Engine, on pouvait donc vraiment customiser plein de choses. C'est-à-dire qu'on avait vraiment des personnages modulaires. Donc là on voit qu'on peut prendre le bras d'un, la main de l'autre, interchanger quand on veut. Donc voilà, ils avaient leurs propres outils pour tout ce qui est customisation de vêtements, de couleurs. Et pour tout ce qui est donc community management, donc j'imagine tout ce qui doit être DLC, des nouveaux caractères, et aussi pour pouvoir avoir l'impression d'avoir, comment dire, des vêtements aléatoires et des couleurs aléatoires, pour toujours avoir l'impression d'avoir les mêmes personnages sous les yeux. Donc en fait, ils ont fait une petite estimation de ce que ça allait coûter en fait, de faire The Witcher 2. Et ils se sont rendus compte en fait, qu'il leur fallait à peu près, en fonction de l'histoire, 42 NPC. Chaque NPC ayant 5 variantes. Donc avec 38 NPC principaux et 17 monstres. Et donc si on fait le calcul, sachant qu'il y a 15 armures en plus, donc ça fait 42 x 5 plus 38 plus 17 plus 15, ce qui nous fait donc 280 mèches différentes, ce qui est assez énorme. Et donc ils n'étaient que 5 personnes pour produire tout ça, donc à raison de 27 jours par personne sur un caractère, ça représentait 6 ans et demi de travail pour 5 artistes, donc c'était pas possible de travailler comme ça, donc ils ont été obligés s'ils avaient des contraintes, de trouver des solutions. Et donc leur solution, ça a été, donc, comme on l'a vu, le design modulaire, en fait, la possibilité de pouvoir réutiliser différentes parties du corps, la tête par exemple. Donc ils ont vraiment un pipeline séparé pour la tête, et donc ça leur permet de faire du morphing pour passer d'une tête à l'autre qui ressemblera un petit peu à une ou une autre. Donc ils ont leur propre setup pour tout ce qui est rig facial, ce qui permet d'animer le visage, donc ils utilisent Motion Builder pour ça. Et tout ce qui est dents et donc les yeux sont des modèles séparés. Donc là, en fait, on voit ce qu'est un rig facial. Romain a plus travaillé là-dessus que moi. Mais en gros, l'idée, en fait, c'est que de la même manière que comme un rigging humain, on va pouvoir donc déplacer des os pour déplacer le mesh. Ici, on va déplacer donc... Les Zika, on appelle ça. Comment ça s'appelle ? Les Zika. Les Zika. Pour déplacer, en fait, les muscles du visage du personnage. Et avoir un rendu... pour tout simplement exprimer des émotions
ou la parole. Donc là, on a des exemples de visages créés de manière un petit peu générative, comme ça, en blendant différents modèles, en faisant du mort. Donc là, c'est un peu petit, on ne voit pas énormément. Donc on se rend compte qu'il y a un gros problème, c'est que si on fait que de la variété dans les visages, ben, ça ne va pas être suffisant pour qu'un RPG soit convaincant. Pardon, c'est pas très divers. Ouais, bien. Donc là encore, ils ont fait du design modulaire pour tout ce qui était vêtements. Donc là on se rend compte que en fait, un personnage est complètement découpé, on va voir les vêtements, les manches, les capuches, les pantalons. Tout est découpé pour pouvoir rassembler de manière complètement aléatoire et créer des personnages nouveaux sans toujours voir à l'esprit que sur les consoles, surtout, on est très limité en mémoire. Et si on veut avoir de la diversité dans les personnages, alors on ne peut pas se permettre d'avoir 15 versions de personnages différents en mémoire, ça prend trop de place. Donc on prend des petits bouts et on essaie de recréer des personnages différents de cette manière en fait. Alors, les personnages aussi ont leurs propres shaders. Donc là, ils parlent donc de l'albédo et de la brightness. Donc albédo, c'est la couleur. Donc l'albédo shift, c'est en fait faire varier le hue. En français, c'est quoi déjà? La teinte. La teinte, voilà. Faire varier la teinte des personnages. Se mettre dans quel c'est chaud comme bordel. Et du coup, enfin voilà, ils ont leur propre shader pour les vêtements. Donc là, comme on voyait tout à l'heure, on a vraiment un découpage modulaire de tous les vêtements. Donc, en moyenne, donc, par personnage, on a 3 vêtements pour la poitrine, 4 capuches, 3 vêtements pour les bras, et ainsi de suite. Plein de petits accessoires divers. Et donc on peut voir que ça leur permet de recycler énormément de choses en fait. C'est-à-dire qu'ils ont des high body models, c'est-à-dire qu'ils ont des modèles, des meshes 3D qui sont très détaillés. Et malgré tout, ils peuvent justement avoir de la diversité en modifiant ces meshes, c'est-à-dire qu'ils utilisent les mêmes assets. Donc quand on parle d'assets, on parle de données utilisées pour afficher des trucs dans le jeu. Et donc ils peuvent les réutiliser en les modifiant un petit peu pour faire des trucs différents. Donc là on voit pas très bien, mais la genouillère du monsieur, c'est la même que celui de l'autre, un petit peu modifié, pareil pour les gants. Voilà. Et tout ça en mémoire, bien sûr, ça prend beaucoup moins de place que si on avait 2 modèles différents de... Ouais, donc voilà, ça c'est des exemples de recyclage. En fait, tous ces personnages sont différents et en même temps ont des points communs. Il faut trouver les ressemblances, mais l'idée c'est ça, quand on utilise des petits bouts et on fait des... Voilà. Pareil pour ces vêtements. Et même pour les monstres, c'est-à-dire qu'ils ont même fait ça pour des membres de certains monstres, de manière à pouvoir créer des monstres complètement nouveaux en utilisant des assets qui sont déjà existants. C'est-à-dire que tous ces monstres-là qu'on voit, on voit quand même qu'ils se ressemblent pas mal, mais ils ont quand même des trucs en commun qui permettent d'avoir moins de place en mémoire, mais qui les différencient quand même. Donc c'est quand même pas mal du tout. Tout ce qui concerne l'animation, donc ils ont une texture skinning, on avait parlé tout à l'heure, ils avaient donc 4 fois par vertex, qui est fait sur GPU. Ça c'est déjà pas mal parce que ça permet de libérer un peu de CPU. Donc ils utilisent des machines à état, donc ils font du blending d'animation et ils peuvent utiliser donc aussi des emplacements pour placer des accessoires, des sacs, des chapeaux, des armes. Donc ils utilisent encore Havok pour les animations, mais là déjà à l'époque, donc c'était donc sur The Witcher 2, ils avaient leur propre studio de mocap, ce qui est quand même pas mal, une certaine liberté. Pour la LOD, donc on en parlait tout à l'heure, le level of detail, c'est-à-dire que en gros, plus un mesh est moins il aura besoin d'avoir de points et de faces pour donner le même rendu. Donc ce qu'ils faisaient en fait, c'est qu'ils avaient 3 niveaux de LOD par caractère, et ils avaient aussi de la LOD sur les animations en fait. C'est-à-dire qu'ils changeaient la façon dont les personnages allaient bouger s'ils étaient loin. C'est-à-dire que s'ils étaient loin, ils pouvaient être moins précis, ça ne se verrait pas réellement à l'écran. Donc c'est des techniques comme ça qui permettent d'optimiser, qui sont sympas. Donc le Red Engine 2, ils l'ont fait spécifiquement pour la Xbox. À la base, The Witcher c'était un jeu PC. Enfin, The Witcher 2, quand ils l'ont sorti sur Xbox, ils ont pris le temps, c'était qui m'a raconté ça, ils ont vraiment pris le temps
Portage de qualité. Ils voulaient faire un portage clean, quoi. Donc ils ont dû travailler sur les temps de chargement, sur les problèmes d'aller chercher les informations sur un lecteur de CD, parce qu'on avait le même problème à Ubisoft par exemple. Sur les PS3 ça va parce qu'il y a un disque dur, donc on peut demander au gars d'installer le jeu quand il l'achète. Mais sur Xbox, il y a les Xbox Arcade qui n'ont pas de disque dur. Et donc du coup, ça oblige les éditeurs à faire des jeux qui peuvent tourner qu'avec le disque. Le problème c'est que le disque c'est super lent. Donc voilà, ils ont dû aussi faire du streaming d'animation, des événements, de la motion qui pose, voilà, des animations qui sont streamées, plein de choses, quoi. Alors ensuite il y a eu donc le Red Engine 3, c'est celui sur lequel ils sont en train de bosser actuellement. Donc ça va être pour The Witcher 3 et Cyberpunk 2077. Donc là carrément ils ont un moteur physique exprès pour les vêtements, pour avoir un rendu réaliste. Donc un nouveau système de mimique faciale. Ils ont leur propre système d'animation. Ils ont juste une matrice de rigging qui est commune à tout le monde, quoi. Donc ils ont fait des essais de tessellation. Donc la tessellation, le but de la tessellation, c'est de, comme toujours pareil, on ne veut pas avoir beaucoup de choses en mémoire. On va prendre un mesh et on va essayer d'appliquer des algorithmes dessus pour lui augmenter son nombre de polygones. C'est-à-dire que ça tiendra moins de place en mémoire, mais ça sera quand même plus joli. Par contre, le revers de la médaille, c'est que ça prend du temps GPU ou CPU, en fonction de sur quoi on a implémenté le jeu. Mais bon, ils n'ont pas réussi à le faire. Ils ont leur propre modèle de fourrure. Là, ils peuvent monter jusqu'à 40 000 polygones. Et donc, une texture typique fait 2 kg pour la tête, 2 kg pour le corps et 1 kg pour tout ce qui est aléatoire. Donc là, en fait, on voit l'outil qui leur permet en fait de créer des caractères, justement toujours pareil, à partir de tous ces petits bouts qu'on va assembler les uns sur les autres pour avoir des personnages différents tout en étant optimisés. Là c'est leur outil en fait qui est utilisé pour tout ce qui va être normal map. Donc ils ont 16 zones sur une texture et ils vont essayer donc de blender les normal map entre elles, tout en ayant donc un buffer constant pour tout ce qui est poids de blending. Donc justement on parlait de la tessellation, ils ont fait deux tentatives. Donc PN Triangles, c'est un moyen qui permet donc d'augmenter les triangles, de rendre le mesh plus joli. Mais au final ils se sont rendus compte que ça n'ajoutait pas tant que ça de détails puisque les meshs étaient déjà super jolis à la base. Et en même temps le problème c'est que c'est assez difficile à gérer avec les trous dans les meshs. En fait. Ça pose des problèmes sur la vie. Et donc ils ont essayé aussi le displacement mapping, ça permet de donner de la, comment dire, tout simplement du volume, enfin de la texture en fait à un mesh. Donc là ils se sont rendus compte qu'il aurait fallu faire vraiment un refactoring du pipeline pour pouvoir le mettre en place. Donc ils ont laissé tomber. Et c'était encore plus dur avec les trucs. Donc là par exemple c'est les essais qu'ils ont fait, donc on voit un perso de base, juste avec la lumière. Donc là ce perso, quand on lui a passé PN Triangles, on voit qu'il est au final pas tellement plus détaillé que ça. C'est pas énorme. Et ensuite donc là on lui met sa texture et quand on lui passe un displacement mapping, vraiment l'écart est super minime, quoi, on ne voit quasiment pas. J'imagine qu'ils ont choisi pour la présentation des cas qui n'étaient pas très représentatifs pour justement justifier le fait qu'ils n'aient pas implémenté ça dans leur moteur. Je vais laisser Romain continuer sur non-polygonal. Petite 15 minutes de présentation sur non-polygonal color-key projection on deforming meshes. Non, je ne vais pas le faire. En fait, je voulais juste vous montrer que il y a vraiment des moments où ça devient hardcore. Il faut bien choisir ce qu'on fait dans le planning. Surtout en anglais, mais même sans ça, c'est un autre langage à partir de là. Non, je voulais parler du ray tracing par contre. Donc ça, c'est un des problèmes même, je pourrais dire, qu'on a eu, c'est que le ray tracing, il y a vachement de présentation dessus et on le voit quasiment pas en cours. Je pense qu'on fait peut-être 1 heure dessus en maths, maximum. Et c'est quand même une industrie à part entière, le ray tracing.
avec tous les trailers, les trucs à trailers, les films d'animation. Et en fait, notre CV est complètement bloqué en tant que dev pour cette catégorie-là, au moins du point de vue rendu, parce qu'on connaît rien à ce truc-là. Vite fait, la différence, c'est qu'on n'est pas du tout dans un truc fake comme le rendu en temps réel. Là, on a vraiment des rayons avec une origine, une direction qu'on va essayer de faire partir dans l'espace. Et vraiment, on simule vraiment physiquement comment marche la lumière. C'est ça la différence avec le rendu temps réel. Et il y avait vachement de talk en fait là-dessus. Il y avait au moins 2 jours entiers sur le ray tracing. Et donc ça devient vraiment un truc intéressant parce que selon certains, ça reste à discuter, le ray tracing pourrait commencer à être plus rapide que du rendu temps réel classique avec 3000 passes de post-process, une shadow map par lumière et un anti-aliasing 6x qui au final fait que le rendu au temps réel va finir par être plus lent que de faire vraiment juste du ray tracing. C'est très difficile de s'y mettre, il y a vachement d'algorithmes différents pour faire les choses. Donc là, c'était surtout concentré sur le photon mapping, sachant qu'il y a des algorithmes qui sont plus ou moins rapides dans certains cas, qui gèrent les caustiques, qui ne gèrent pas les caustiques. C'est complètement... c'est tout ce qui est liquide un peu. Et il y a des maps très balèzes avec des intégrales, des stats avancées, qui sont souvent d'ailleurs trop complexes pour des calculs GPU. Donc vraiment, c'est un sujet qu'on a complètement raté en cours, et c'est peut-être dommage, et qui mériterait peut-être qu'on s'y intéresse au moins un peu pour ne serait-ce qu'essayer d'envoyer des CV sur ces boîtes-là. Il y en a quand même, à mon avis, pas mal, qui font des trailers, par exemple. Il y a vachement de questions qui se posent, par exemple, même sans les parler des maths, eux, ils en sont réduits à se dire sur les problèmes. Donc ça, c'est... en fait, ça représente un rayon. Et en fait, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont faire genre une marche sur chaque rayon pour trouver où est-ce que des rayons s'intersectent, où est-ce qu'ils intersectent une surface. Et en fait, ils vont carrément arriver au point où ils ont des problèmes sur la façon de stocker, des floats en logarithme, donc ils perdent de la précision quand on avance, et finir par rater des intersections comme ça. Donc il y avait des talks entiers sur comment redéfinir des floats pour que à haute valeur, il n'y ait pas des trous dans l'échelle, etc. C'était vraiment super compliqué avec des problèmes de partition d'espace et des nouvelles techniques de rendu, que genre le cluster rendering. Et si vous avez le courage, ça peut quand même valoir le coup de savoir ce qu'il y a au-delà du rendu en temps réel. Et donc il y a tout le course qui s'appelle Ray Tracing Will Be the Future and Will Ever Be, qui est disponible. Il y a des trucs qui sont plus ou moins habitables. Au moins, l'introduction qui était faite par un mec de Nvidia, je crois, et elle est pas mal et elle explique au moins les différentes techniques qui existent, quoi. Je vous conseille au moins de regarder. Une autre truc qu'il faudrait vraiment regarder cette fois-ci, c'est un truc en temps réel, et ça nous concerne vraiment. C'est pour les rendus en temps réel, de cette fois-ci, le Massive Virtual World. Donc c'était un truc où il y avait par exemple les mecs de... comment ça s'appelle, qui font un jeu open world où tu fais n'importe quoi, t'as un grappin, juste cause, merci. Donc les mecs de juste cause, il y avait aussi des gens qui font un truc en OpenGL, en WebGL, pardon, et eux, leur talk était vraiment orienté sur comment on rend un monde qui est vraiment énorme. Et par exemple, eux, il y a une boîte qui a fait un moteur qui s'appelle le Cedium, qu'on voit qui run sur WebGL, et qui en fait est basé sur des images satellites, et qui utilisent des images satellites pour faire une reconstruction 3D de la Terre, et ils sont capables de zoomer et dézoomer à n'importe quelle précision qu'ils veulent. Donc ça pose plein de questions sur comment est-ce qu'on stocke toute la mèche, comment est-ce qu'on gère la LOD, etc. Donc il peut même zoomer hors du système solaire s'il veut. Et donc il y avait un talk de 4 heures sur 2 ou 3 boîtes qui montrait dans ce genre de cas comment est-ce qu'on gère le truc, quoi. Et moi j'ai trouvé ça plutôt accessible. Leur talk aussi est disponible.
Et ça parle aussi bien de problèmes de LOD que de problèmes du genre oui, ok, j'ai un monde immense, mais il n'y a personne dedans, comment est-ce qu'on peuple, etc. C'est un talk qui était vraiment super bien. Donc là, on voit qu'il y a du popping, mais bon, quand même, pour un truc en WebGL via Internet, pour streaming, bon, je sais pas comment ça marche, j'arriverai pas à le faire, mais leur talk méritait d'être lu, je pense. Et donc, parmi les trucs qui étaient... dont il parlait du Z-Fighting, donc quand on fait un rendu super loin, comme la précision du Z-Buffer, elle est grande surtout entre 0 et 1. Si vous faites des rendus super grands, vous allez avoir deux trucs qui vont être au même Z, et donc ils vont passer l'un devant l'autre à chaque frame, ça va être pourri. Donc comment est-ce qu'on règle ça? Peupler un monde ouvert, des optimisations de code GPU. Et une des astuces, par exemple, pour qu'on va essayer de vous convaincre que ça reste accessible, une des astuces qu'ils utilisent, c'est qu'en fait, quand ils font un rendu d'une scène, ils font 3 rendus différents avec des frostrums placés différemment. Donc si mon œil est là et que je regarde vers le fond, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un rendu avec le phare à cette position-là, le NIR très très loin en 800 par 600. Ensuite, je vais faire un rendu de cette partie-là en 1024 par 768. Et ensuite, je vais faire un rendu en 1280 par 720. Et en utilisant leur pipeline de façon très simple, tout ce qu'ils font, c'est des phases de rendu avec des NIR à des phares différents, des résolutions différentes. On peut facilement avoir une optimisation de rendu qui permet de gérer des mondes super loin. Donc c'est plein d'astuces comme ça qui sont très compréhensibles pour la plupart. Je vous conseille vraiment d'aller voir leur site. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait? On avait tous les talks NVIDIA qui ont parlé pendant des jours entiers. Je pense qu'il y avait au moins 2 jours NVIDIA. C'était vachement de pub avec les hôtesses en mini-jupe, etc. C'était super bien. C'est ma présentation préférée. Et donc ils vendaient leur merde, donc CUDA, GPU Programming. Ils ont parlé un peu d'OpenGL 4.4 et du ray tracing. Ils ont un truc qui était intéressant, c'est Nsight. Alors je ne sais pas si vous en avez entendu parler ou pas. Voilà, donc c'est un truc qui est... Alors, la dernière fois que j'ai essayé, c'était gratuit. Ça marche que sur carte NVIDIA par contre. Donc pour ceux d'entre vous qui ont un ATI, ils sont baisés. Et en fait, c'est un IDE. C'est un IDE de dev qui s'intègre à Visual Studio 2010 et qui permet de débloquer les débugger les shaders. Et en fait, ça s'intègre super bien à Visual Studio. Et vous pouvez tout faire. Vous pouvez, je ne sais pas si vous avez déjà développé en shader, mais c'est super chiant de débugger. Et là, en fait, vous pouvez choisir par exemple quelle phase de rendu vous allez, jumper directement à cette phase de rendu, accéder au contenu du buffer directement. C'est vraiment mieux fait que GDebugger. Et vous pouvez voir le contenu des textures, etc. Il y a vraiment tout. Ça permet de ne plus être juste sur Notepad++ pour coder son shader et pleurer parce que c'est tout noir, quoi. Il y a vraiment tout d'intégré. A priori, il y a une version d'essai gratuite. Il faut juste avoir Visual Studio 2010. Je vous conseille peut-être au moins d'essayer si vous faites du shader, quoi. Et on peut mettre des breakpoints, on peut faire ce qu'on veut. Ensuite, bon, tout ce qui était CUDA et tout, je ne vais pas parler parce que c'est chiant. On va montrer, je crois, c'est nécessaire. Peut-être parmi vous certains, enfin... Qui connaît pas le projet qu'on a présenté 15 fois déjà? Quentin. Tu me fais croire que tu connais pas. Tu l'as jamais vu? Bon, on va vous montrer une vidéo. On fait tous les 3 mois ici. Allez, une vidéo. Donc c'est la vidéo promotion pour la version Gold du logiciel. Bon, en gros, c'est la vidéo qu'on a envoyée au SIGGRAPH. Ça faisait partie du package qu'on a envoyé, qui nous a permis d'être sélectionné. Et on montre en fait le plugin qu'on a fait sous Blender. Ouais. En gros, l'idée là, c'est qu'on voit un mesh, et au-dessus, on voit une armature, donc c'était la motion de capture. Et donc là, ça s'est fait rapidement, mais ce qui s'est passé, c'est que dans un premier temps, on a directement intégré l'armature à l'intérieur du personnage. Donc ça, c'est vraiment le gros de notre travail. Tout le reste dans le
comment dire, dans la démonstration du plugin, c'est en plus, mais au final, notre poster de storytelling, c'était basé là-dessus. C'est comment, à partir d'un squelette et d'un personnage, faire merger les deux, quoi, faire rentrer un squelette dans un personnage. Donc là, c'est ce qu'on a fait. Donc après, en fait, il fallait faire différentes étapes. Donc là, on voit bien que le squelette est à l'intérieur du personnage. Et en gros, ensuite, les différentes étapes qu'on va faire, c'est juste pour permettre à l'animateur sous Blender de pouvoir jouer l'animation. Donc là, en fait, on a remis le personnage en position initiale et on joue l'animation. Donc c'est super chiant à faire. Ouais, on en a vraiment bavé sur ce truc-là. Mais bon, ça a payé, donc c'est cool. Mais on voit que c'est pas non plus génial, hein. On voit qu'il a un peu les épaules déformées. Mais bon, c'est quand même pas mal. Je crois que sur la vidéo, on doit avoir d'autres exemples de mèches. Donc ça, c'est le monsieur qui tourne au ralenti. Ah oui, là on explique en fait comment ça fonctionne. Donc ça, c'est peut-être intéressant. En fait, tiens, je vais essayer de parler de ça à la partie. Donc en fait, il y a deux parties. Il y a une première partie qui correspond à une analyse du personnage qui va dire où sont les bras, les jambes, le corps et la tête, qu'on voit ici, en fait en différentes couleurs. Et donc pour ça, on utilise une projection 2D du personnage orthogonal. Et ensuite, on va faire une analyse 3D en connaissant chaque partie du corps. Donc, du coup, ce qui se passe, c'est qu'on va utiliser la partie qu'a fait Romain pour avoir les parties du corps, et on va utiliser des points d'entrée qui vont nous permettre en fait d'envoyer des rayons, des petites tranches de rayons. Et à chaque tranche, on va envoyer donc des rayons à 360 degrés, et on va replacer le centre. On va se mettre au centre de cette tranche, on va descendre un petit peu, on envoie les rayons, on se replace au centre, et ainsi de suite. Donc de l'intérieur, ça donne un petit peu... Tous ces petits points qu'on voit, en fait, c'est des points d'intersection avec le mesh. Et voilà le résultat, quoi. Donc là, ce qu'on a à la fin, c'est tout plein de petits points qui sont des potentiels candidats pour mettre les articulations entre les os. Et ensuite, on va utiliser donc les ratios des os de l'armature originale pour trouver parmi ces points-là quels sont les bons. Donc le résultat, c'est ça en fait. On n'a plus qu'à placer les joints aux bons endroits et les os se mettent automatiquement. Donc voilà, on remet encore une fois en position horizontale pour être dans la typose originale de l'animation, et après on lance l'animation. Donc là, je sais pas, il fait du moonwalk ou un truc comme ça. Mais on a en fait, en gros, l'idée de la vidéo, c'est de montrer que ça marchait sur différents meshs, même sur un mesh un petit peu bizarre comme celui-là avec une grosse tête, ou un mesh comme celui-là, sur le Ninja. Donc tout fait sous Blender, et c'est peut-être la chose qui a été la plus difficile, c'est de travailler sous Blender. Donc ouais, notre poster, alors peut-être vous le remontrer vite fait. En gros l'idée c'était, ça résume, c'est un petit peu ce qu'on fait dans un technical paper. En gros l'idée c'est que on va d'abord parler de ce qu'ont fait les autres personnes dans le sujet, faire semblant de les avoir lus. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien là. On va rallumer la lumière. Si tu peux rallumer parce que donc là en fait on voit que en haut à gauche on définit le problème. Voilà, pourquoi est-ce qu'il faut faire du rigging, pourquoi est-ce que c'est bien, tout ça. Ensuite on dit quels sont les previous work, ce qu'ont fait les gens dans le même domaine. Ensuite notre motivation, c'est ça qui faisait rire apparemment les gars de chez Blizzard, c'est qu'on disait que le rigging n'a pas de valeur artistique. Voilà, vous avez raison, hein, on pourra en discuter. Ça devait être des rigueurs de chez Blizzard. On pourra faire un débat si vous voulez. Et donc ensuite, voilà, on explique notre méthode, on dit qu'elle est en deux parties, et après on détaille chaque partie. Et à la fin, on montre des résultats, donc avec des temps d'exécution. Il faut savoir que c'est en Python sur Blender, donc c'est vraiment pas optimisé. Donc voilà, avec différents nombres de polygones, on s'en tire en dessous des 5 secondes. Et on dit ensuite ce qu'il faut faire pour la suite. Là on voit par exemple qu'au niveau des épaules, le Batman il a un peu du mal, donc il y a encore des trucs à améliorer, aussi les mains. Et il ne faut pas oublier de mettre le logo de ceux qui nous ont payé, permis d'y aller, qui ont payé le voyage. Tout à fait. Voilà. Et justement, au passage, on en profite pour remercier ESJ, sans qui on n'aurait pas pu faire tout ça. Oui, mais enfin, vous avez fait ce qu'il fallait pour aussi vous-même, hein. Il faut le dire. Donc avant de finir, j'aimerais vous montrer une
vidéo moi, qui m'a bien marqué, c'est rapido, quoi. C'est le Disney Research. C'est vraiment un truc super balèze. Les gars en fait réussissent à partir de différentes photos à reconstruire une scène en 3D. Ça ressemble un peu à ce qu'on a vu aussi Raphasia, je ne sais pas si vous l'avez passé, le truc où le gars il prend une photo d'un télescope et il le tourne en 3D et tout. Si, j'ai vu ça. Ça ressemble un peu, c'est le même principe, enfin, c'est dans le même genre d'idée en fait. Mais eux c'est vraiment super balèze. C'est vraiment super balèze parce que eux ils se basent pas du tout sur le fait que une certaine réflectance de la lumière. Là, ils utilisent plusieurs images. À partir de ça, ils font une depth map. Donc, c'est-à-dire depth map, c'est-à-dire que pour chaque pixel, on va déterminer sa profondeur. Plus un pixel est éloigné, plus il est sombre, plus il est proche, plus il est blanc. Et ensuite, avec leurs propres algos, liant les différentes photos et cette depth map, ils arrivent à reconstruire en 3D la scène. Et ce qui est quand même assez balèze. Donc, on voit qu'on ne peut pas encore se déplacer, bien sûr, il y a des zones d'ombre, on ne peut pas créer là où il n'y a rien, mais c'est quand même assez impressionnant, quoi. Ça commence à devenir vraiment, vraiment sympa. En fait, c'est un peu ce que font nos yeux en ayant deux prises de vue séparées pour reconstruire un objet en 3D. Donc, et c'est Disney qui sponsorisait sa recherche. Je ne sais pas quelle utilisation ils en auront eux derrière. Le prochain Star Wars. Ouais, Ça permet de faire des backgrounds assez rapidement. Ouais, tout à fait, des backgrounds assez réalistes. On les avait vu aussi montrer, faire une démo d'utilisation de motion capture en temps réel pour faire des scènes 3D en temps réel. Il y a 1 ou 2 semaines, une vidéo qui passait là-dessus. Là, la technologie de la caméra, elle ne lance pas des rayons infrarouges ou quoi que ce soit. Je pense pas, c'est juste basé sur les photos. Il fait un travelling. Ils arrivent à faire du rapprochement de pixels en disant tiens, ce pixel-là, il est aussi dans cette photo, donc. Ah, c'est par rapport au travelling du coup qui. En connaissant la position des. Enfin, on suppose que c'est comme ça, je n'ai pas lu le paper en détail, mais en tout cas, c'est vraiment super balèze. Et donc, est-ce que. Ouais, non. Si tu veux plus dire, je sais pas, non, j'ai plus rien à dire. J'ai déjà meublé le début, je suis aussi déjà pas mal. Si vous avez des questions, on veut bien y répondre. Juste de vous dire que nous, personnellement, quand M. Buré nous a dit allez, faites un paper, vous avez une chance aussi grave et tout, on n'y croyait pas du tout, quoi. Et au final, c'est passé. Peut-être qu'on a eu de la chance. Je pense que c'est ça. Modestes. Mais dans tous les cas, laissez pas tomber, c'est gratuit, quoi. Participer, c'est gratuit, quoi. Et si on participe pas, on gagne pas, quoi. Et il faut essayer de faire. N'hésitez pas, c'est pas grave, quoi. Et donc, ouais, si vous avez des questions, allez-y, je sais pas. Ouais. Juste sur le site, l'entrée en tant que visiteur, c'est. Alors, l'entrée en tant que visiteur, c'est assez cher. C'était étudiant, je crois que c'est $400. 400 $, et c'était pour la semaine. Pour la semaine. 400 $ la semaine. C'est super cher. Et tu as plein de formules en fait. Tu as des formules où tu vas accéder juste à une partie, où tu fais juste un jour, juste une preuve, etc. quoi. Et ils sont des couilles en or. T'as tout intérêt à dire que les étudiants, même si tu les as, parce qu'ils ne vérifient pas en fait. Nous s'est présenté, ils n'ont même pas vérifié nos cartes d'étudiants du tout. Et c'était 50% moins cher pour les étudiants. Donc t'imagines, si t'es pas étudiant, tu payes $1000 l'entrée, bah, ça va coûter. Vous voyez des gens qui sont prêts à investir dans votre projet ou Justement, on était contents parce qu'il y a un gars de Valve qui est venu nous parler, qui nous a dit ouais, de vous envoyer un mail, j'ai jamais eu de retour. Il y a un mec de Valve qui a dit que c'était cool, qui nous a pas recontacté, il y a un mec d'un studio français qui nous a dit que c'était cool et qui nous a recontacté, qui en fait a vachement de problèmes, c'est un studio d'animation, ils ont un problème de rigging, parce que les mecs ils sont trop peu nombreux, c'est trop cher, c'est chiant. Et en gros, les gars faisaient leur marché là-bas. Ouais, si vous voyez des Français qui sortaient des papers ou des posters, ils essayaient de les contacter pour les embaucher ensuite. Quoi. Donc c'est toujours sympa au final, ça permet d'avoir ça en plus sur le CV. Ouais, alors vous n'êtes pas riche, mais vous avez quand même un bon background pour le CV. Ouais, ça va, c'est sûr, c'est toujours un petit plus.
Le mec nous a fait une offre d'emploi quand même. Il nous a pas fait direct, il nous a dit voilà, si quand vous avez fini votre stock, vous n'avez rien trouvé, revenez me voir sur le toit. Et du coup, vous avez envie de continuer dans le rigging ou c'était juste un TP et maintenant il faut passer à autre chose? C'est un TP qui est parti en sucette. Voilà, il est parti en sucette dans le bon sens, mais c'est pas notre passion le rigging quoi. Je veux dire, bon, j'en ai fait des cauchemars la nuit du coup à cause de ça, mais sinon je m'en serais passé quoi. Non mais ce qu'il y a de bien c'est que c'était intéressant dans le sens où il y avait de l'algo derrière. Ouais. Au final, n'importe quel sujet peut être intéressant à partir du moment où on est obligé de trouver des nouvelles méthodes. C'est le fait de trouver des petites idées qui est marrant. Après, si c'est pour appliquer des trucs... La recherche c'est cool quoi. Ouais. Mais toi, tu es mieux placé pour le dire. Ouais, moi je suis en stage de recherche et en fait, peu importe... Enfin, non, pas peu importe le sujet, mais quand tu fais un stage de recherche, et surtout quand tu es tout seul dans un petit groupe, tu vas forcément pouvoir tester tes idées, etc. C'est vachement plus gratifiant qu'un stage bas niveau d'optimisation où tu vas vider des buffers. D'autres questions peut-être? On va arrêter là. Peut-être d'autres vidéos à montrer, non? Bravo. N'hésitez pas à venir nous voir si vous avez d'autres questions ou si vous voulez que je vous déprime sur l'état du jeu vidéo en France. Merci d'avoir essayé de rester vidéo. Merci beaucoup. C'était long. Merci.